Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Ce dimanche, la CAN en Égypte continue ses matchs de huitième de finale à la CAN. L'essentiel pour certains est de participer pour reprendre un thème cher à Pierre de Coubertin. Et pour les élections municipales au Togo, peut-on ajouter que l'essentiel pour d'autres est de les organiser. Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous sommes le dimanche 7 juillet 2019. Bienvenue à tous au D12 de Pyramide FM. Nous sommes ensemble pour 1h30. Ça y est, c'est fait, c'est acté. Les élections municipales ont été organisées au Togo 32 ans après les derniers scrutins. La première fois depuis les indépendances dans un contexte multipartite. La désignation des élus locaux est ainsi devenue historique. Ce faisant, le processus électoral a-t-il été en lui historique? Depuis ce vendredi, on connaît les résultats. Le parti au pouvoir n'a pas lâché le pouvoir. À la base, 895 cadres ou militants d'UNI sont devenus des élus locaux. Le secrétaire général des Bleus Blancs a exulté. Acholi Akleso a écrit que le grand parti uni mesure à sa juste valeur la responsabilité qui lui incombe à ce stade, la vie nationale, et réaffirme sa détermination à instaurer au sein des conseils municipaux une gouvernance locale ouverte et inclusive pour le renforcement de la démocratie participative dans notre pays. Justement, quelle va être la participation de l'opposition dans la consolidation de cette démocratie togolaise? Au décompte de la CENI, l'ANC a 134 élus locaux, la C14 totalise 134, le NET 33 pour ne citer que ces exemples. Comment interpréter alors de tels résultats? Le parti au pouvoir n'est-il pas au final en véritable idylle avec les populations togolaises? Ou les fraudes dénoncées le jour du scrutin ont-elles contribué en partie à cet amour? En vérité, l'amour est un gage de sécurité, mais le Togo vit une insécurité qui va grandissante. Le pays est victime d'une inquiétante série de braquages. Même le campus universitaire de Lomé n'est pas épargné, d'où à nouveau cette question: pourquoi le phénomène des braquages demeure-t-il un mystère pour les autorités togolaises? Porteur de l'ambitieux programme national de développement, le gouvernement s'est engagé pour l'apaisement du climat social et donc sécuritaire. Quels peuvent être alors les impacts de cette série noire sur les efforts du gouvernement? Cette semaine, ces efforts ont été matérialisés à nouveau par un voyage présidentiel en Afrique centrale. Le modèle rwandais a été de nouveau visité. Moins performant en football, ce modèle ne tire pas non plus les voisins de Kigali vers le haut. En Égypte, le contingent ouest-africain reste debout. Le Bénin s'est même invité à la table des grands du continent. Même les puissants pharaons ont été emportés dans des sacs Bafana, pas des Bafana. Ce dimanche, nos invités devaient être 3, mais on a 2. Pascal Agbové, spécialiste de la décentralisation, et Djeri Tama, député et acteur politique. Notre 3e invité devait venir de la CENI, malheureusement. Il n'est pas là. L'émission est mise en onde par Venceslas Bogart. Koudoyor, chers invités, bonjour. Bonjour Pierrot, bonjour à nos chers auditeurs et auditrices. Djeri Tama. Bonjour aux fidèles auditrices et auditeurs, et bonjour à toi Pierrot. Je vous vois très bien habillé ce dimanche, Djeri en bleu, et vous, Pascal, vous pouvez en noir. Vous revenez de la messe, hein? Oui, évidemment, on a été à la messe pour remercier le Seigneur pour tout ce qu'il nous fait chaque jour. Voilà. Non, moi j'ai tellement de considération pour cette émission que je me suis mis sur mon 41. Quel honneur! Je suis flatté alors. Voilà. Nous allons commencer cette émission par une nouveauté, parce que pour moi-même c'est une nouveauté. Il s'agit des modifications portées à la nouvelle loi portant la décentralisation en République du Togo. Cette modification est intervenue à la veille des élections municipales. Avant de parler de ces élections-là, je voudrais quand même qu'on fasse un peu de pédagogie pour nous et pour les auditeurs, et avec Pascal Agbové. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ces nouvelles dispositions? Je crois que M. Djeri, en tant que député à l'Assemblée nationale, il est mieux placé pour nous parler de la loi, puisque ce sont les députés qui votent la loi. Mais comme vous m'avez posé la question, je vais essayer de dire quelques mots. Il pourra quand même compléter ce que je vais dire. Non, vous savez que
notre constitution a subi des modifications au cours du processus de décentralisation. Donc cela a amené le gouvernement à soumettre aux élus du peuple un projet de loi pour rendre conforme la loi relative à la décentralisation aux libertés locales aux nouvelles dispositions constitutionnelles. Je crois que c'est ce qui a été fait. Donc 23 articles ont été touchés avec 5 nouveaux articles. Et ce qu'il faut noter fondamentalement dans cette modification, c'est que finalement on a créé à Lomé un district autonome qui est une entité décentralisée particulière. Voilà. Une entité territoriale particulière. C'est-à-dire que c'est une entité qui va au-delà des différentes communes que nous avons actuellement? Oui, absolument. Vous savez que la loi initiale avait déjà prévu un district autonome, mais n'avait pas précisé que c'est Lomé qui devait être considéré comme le Grand Lomé qui devait être considéré comme ce district autonome. C'est déjà prévu dans l'ancienne loi. Maintenant, c'est précisé dans la nouvelle loi que c'est Lomé qui est le Grand Lomé qui est composé des 13 communes, c'est-à-dire 6 d'Agoé et 7 du Golfe. Et donc, avec les 2 préfectures, et donc, ces entités forment le district autonome de Grand Lomé. Parce que le district autonome est régi par les règles de la décentralisation et de la déconcentration. Cela voudrait dire que ce district prend en compte les structures déconcentrées et les structures décentralisées. Donc pour la gestion de cette nouvelle entité territoriale, la nouvelle loi a prévu qu'un gouverneur sera nommé par le chef de l'État. Ok, un gouverneur. D'abord, il y aura un conseil de district qui sera composé de 53 personnes, à la tête duquel on aura un gouverneur nommé par le chef de l'État, 26 élus, c'est-à-dire conseillers municipaux, à raison de 2 par commune, c'est-à-dire 13 communes d'Agoé et du Golfe, et 26 personnalités nommées par le président de la République. Donc au total, on aura 53 personnes à la tête de ce district de Grand Lomé. Guéry Taba, vous êtes député, vous avez voté ces modifications à quelques jours de la tenue du scrutin. C'était devenu important de le faire. Oui, c'était devenu important parce que vous savez que nous avons d'abord supprimé la préfecture en tant que niveau de décentralisation. Donc il fallait adapter notre loi portant décentralisation et liberté locale d'abord à cette réalité. Il y a eu, comme vous le savez, en concordance avec le mandat des députés, maintenant les conseillers municipaux aussi ont un mandat de 6 ans, renouvelable 2 fois, donc il fallait aussi l'ajuster. Comme il a dit, il y a eu aussi la loi portant code des investissements et surtout la loi portant la loi sur les impôts de notre pays. Donc il fallait aussi ajuster par rapport à cela. Et puis comme il a si bien dit, on parle aujourd'hui d'un district autonome de Lomé qui n'est pas une entité déconcentrée, c'est-à-dire que ce n'est pas une émanation de l'administration nationale, mais c'est une entité qui est en partie déconcentrée parce que, comme il a dit si bien dit, ça fait 26 conseillers qui seront dans ce district, mais qui est aussi déconcentrée à peu près parce qu'il y a 26 personnes qui sont nommées par l'administration. Donc, ce district-là, ce qu'il faut peut-être rappeler, c'est que les compétences complètes de ce district-là seront précisées par un décret qui n'est pas encore mis en place. Donc, on sait qu'il existe, mais son rôle réel sera précisé par un décret qui sera mis en place. Donc, disons que c'est à peu près ce qui a été dit. Je peux vous assurer que sur le district, nous n'étions pas d'accord. Ceux qui ont suivi le débat ont constaté que surtout au niveau du net PDP, nous n'étions pas du tout d'accord. Pourquoi? Parce qu'au même moment, nous mettons en place l'intercommunalité du Grand Lomé. C'est-à-dire que nous avons l'intercommunalité du Grand Lomé qui regroupe les 13 communes. Et à côté de ça, nous mettrons en place un autre district qui, s'il était uniquement déconcentré, ça ne poserait pas de problème. Il ferait office d'autorité de tutelle de l'intercommunalité de Grand Lomé. Mais c'est que là, on a l'intercommunalité de Grand Lomé qui est une sorte de district aussi, puisque ça réunit les 13 communes, c'est précisé par l'article 32 de cette loi, ça réunit les 13 communes, et régulièrement par an, la présidence de cette intercommunalité est tournante. Mais au même moment, à côté, vous allez avoir un district autonome de Grand Lomé qui est certes une entité décentralisée, mais qui
dont le président ou bien le gouverneur est désigné par le président de la République. Donc vous voyez que ça va poser un problème de compétences, un problème de limite de compétences. Qu'est-ce que l'intercommunalité de Grand Lomé peut faire et que le district autonome de Lomé ne peut pas faire? Bon, on a apporté toutes les critiques qu'on pouvait, mais à la fin c'est passé. Des critiques qui ont été portées notamment par le net, c'est ce que vient de dire Djedji Tama. Est-ce que vous avez lu la loi là? Est-ce que vous sentez qu'il y a des faiblesses qui sans doute en cours de route vont constituer des difficultés dans sa mise en œuvre? Bon, pour l'instant, nous ne pourrons pas, je ne suis pas en mesure d'apprécier juste valeur parce que la loi dit qu'il y aura une autre loi qui va préciser les attributions et le fonctionnement de ce district autonome. C'est une autre loi. Donc les députés seront appelés encore à voter une autre loi pour préciser les attributions et le fonctionnement de ce district autonome qui est le Grand Lomé, géré, qui, je le précise encore, sera dirigé par un gouverneur nommé par le président de la République. Donc c'est quand nous aurons la nouvelle loi qui va définir clairement les attributions et le système de fonctionnement de ce district que nous allons essayer de faire une comparaison, analyser pour voir est-ce qu'il n'y aura pas de conflit entre les communes et ce district ou bien l'intercommunalité qui sera créée. Puisque l'article 33 de la loi précise qu'il y aura intercommunalité entre les 7 communes du Golfe et les 6 communes d'Agoué. Donc l'intercommunalité aussi, c'est une sorte de coopération entre les communes. Donc à côté de ça, il y aura le district. Donc pour le moment, nous ne savons pas comment ce district va fonctionner pour pouvoir vraiment donner notre point de vue de manière objective. On a parlé de l'absence... Oui, allez. Je fais une précision, non, ce n'est pas une loi, parce que si c'est une loi, nous aurions souhaité tout simplement que les compétences du district soient dans la loi portant décentralisation. Ce que le ministre nous a répondu à cette question, c'est qu'il y aura un décret plutôt. Non, monsieur, d'abord, je vous le lis, hein, j'ai la nouvelle loi devant moi. La nouvelle loi, selon l'article 324-5, dit une loi détermine les attributions et le fonctionnement du district autonome de Grand Lomé. Cela voudra dire que vous êtes à l'Assemblée, mais vous n'avez pas peut-être certaines informations. J'ai la loi, c'est la loi que je vous lis. Monsieur Adové, je répète encore que nous avons longtemps abordé cette question et nous avions souhaité de toute façon que les compétences du district du Grand Lomé soient déjà incluses dans la loi portant décentralisation, si tant est que le district du Grand Lomé est une entité décentralisée. Et ce que j'ai l'élément dont vous êtes en train de parler, puisque je suis dans la commission de loi. Ce que le ministre nous a précisé, c'est qu'en réalité, il y aura plutôt un décret. Et je vous l'ai dit, on a sur beaucoup de points, on a soulevé des exceptions, mais ces exceptions-là, par rapport à notre point, ne sont pas passées. Et aujourd'hui, ce qu'on aura, si jamais ce moment arrive, c'est qu'il parle plutôt du décret. Non, monsieur Thierry, permettez que nous puissions clarifier ce point-là. Quand nous lisons l'article 324 de la loi, le dernier alinéa précise que la loi détermine les attributions, l'organisation et le fonctionnement du district autonome. C'est ce que dit le dernier alinéa de l'article 324. Et quand nous allons, puisque l'article 323, plutôt ce que je viens de lire, l'article 323, dernier alinéa dit, la loi détermine les attributions, l'organisation et le fonctionnement du district autonome. Et quand nous allons à l'article 324, c'est décliné on a décliné 5 articles. On a dit article 324-1, article 324-2 jusqu'à l'article 324-5. Donc c'est à ce niveau que le texte dit une loi détermine les attributions et le fonctionnement du district autonome du Grand Lomé. C'est ce que j'ai devant. En tout cas, ce qu'on a compris, sur les 15 premières minutes de cette émission, c'est quand même qu'il y a une nouveauté. Et cette nouveauté, pour l'instant, on ne la maîtrise pas totalement. Il va y avoir des précisions par la suite. Oui, absolument. Parce qu'il y aura un autre texte qui va clarifier clairement ce que fera ce district et comment ce district va fonctionner. C'est le plus important. Quand on avait évoqué le Grand Lomé qui était saucissonné en plusieurs communes, il y avait cette question. Lomé n'aura plus un maire, un véritable maire. Mais ce faisant, avec le gouverneur, est-ce qu'on n'est pas en train quand même d'installer une sorte de maire entre griffes, nommé par le chef de l'État? Oui, je ne saurais le dire, mais ce qu'il faut noter fondamentalement, toutes les communes sur le plan national ont les mêmes attributions,
ont le même système de fonctionnement. Donc, nous avons également les mêmes communes, enfin, ces communes à Lomé. Maintenant, avec le district, il faudrait que nous ayons le test définissant clairement les attributions et le fonctionnement de cette institution, enfin, de cette entité territoriale, pour vraiment apprécier les difficultés éventuelles qu'on pourra avoir dans le cadre de la mise en œuvre effective de la décentralisation. Pour l'instant, nous ne pourrons que donner les informations concernant la création de ce district, mais on ne peut pas vraiment apprécier le rapport qui va lier ce nouveau district et les communes créées dans le Grand Lomé. Non, vous savez, comme je vous l'ai dit, ça a fait l'objet d'un long discours et d'un long débat. L'idée, c'est de faire peut-être ce qui se fait dans certaines capitales, Abidjan, Dakar, c'est-à-dire que... Dakar, il y a un maire. Oui, non, considérer que la capitale est tellement importante qu'on ne peut pas la laisser uniquement gérée par un maire et donc par conséquent mettre une sorte de gouverneur des districts qui respecte peut-être les pouvoirs ou bien les devoirs régaliens d'une capitale. Maintenant, après, on ne va pas commencer non plus à crier au feu tant que ceci ne soit pas encore mis en place. Nous aurions souhaité plutôt que l'intercommunalité règle le problème de l'unicité de l'action au niveau de la grande ville de Lomé sans pour autant mettre en place un district et que on puisse nommer, puisque bien entendu avec les élections régionales on aura des gouverneurs de régions et qu'aujourd'hui on s'est rendu compte qu'on a à la place de 5 régions, on a quasiment 6 régions puisque le Grand Lomé est traité comme une région et que plutôt le Grand Lomé est un gouverneur qui sera l'autorité de tutelle de l'intercommunalité. C'est ce que nous aurons souhaité. Bon, maintenant, pour le moment, comme on le dit, on attend que ce soit une loi organique ou bien que ce soit un décret, on attend de voir exactement quelles seront les attributions de ce gouverneur du grand district pour pouvoir se prononcer. Ok, on attend donc. Dimanche dernier, les Togolais ont voté et ça fait 8 jours aujourd'hui, on a les résultats même en cours de semaine. Est-ce qu'on doit dire ouf? Parce que ça fait des années quand même que la question de la décentralisation des élections municipales était posée. Les Togolais ont finalement voté, directement. Oui, on doit dire ouf, parce que vous savez, nous, depuis 2012, nous avions mis la question des élections locales comme une question quasiment primordiale. Le développement ne se fait pas au niveau des ministères uniquement, le développement doit être endogène. Il doit être une préoccupation des populations et les populations doivent pouvoir voir de leur visu les évolutions du règlement de leurs problèmes. Et la seule façon de régler les problèmes endogènes des populations, c'est grâce aux élections locales. Donc oui, c'est une bonne chose. C'est un début, mais au même moment, quand on regarde aussi l'expérience de beaucoup de pays, ne pensons pas que demain, nos villes vont devenir des Dubaï ou bien des très grandes capitales. C'est un processus qui va être long. Moi, je pense qu'il ne sera réellement efficace qu'au bout d'une dizaine d'années, donc de 2 mandats de ces conseils-là, parce que c'est tout un apprentissage. Le chantier est grand, il faut construire des infrastructures, il faut trouver des personnels qui vont animer ces conseils-là. Il faut amener les gens à sortir surtout de l'assistanat et de l'attentisme. Les gens ont l'habitude d'attendre tout du gouvernement, des ministres, ainsi de suite. Il faut que les gens comprennent qu'il faut sortir de là. Il va falloir que les maires ne soient pas des auxiliaires des préfets. C'est tout un chantier. Mais je crois qu'il fallait commencer par quelque chose et nous pouvons nous réjouir quand même que, enfin, sous la 6e législature, qu'on ait quand même pu organiser ces élections et que ça puisse être le point de départ d'une nouvelle aventure, d'un nouveau rapport entre le citoyen et bien entendu le développement de sa localité. Vous vous réjouissez aussi? Oui, naturellement. Vous savez que ça a été toujours notre combat, qu'on puisse vraiment arriver à organiser ces élections locales. Donc, je profite pour remercier les autorités togolaises qui ont accepté que finalement ces élections locales soient organisées dans notre pays. Je crois que ça devait constituer un nouveau départ, puisque désormais les citoyens ont leurs représentants locaux qui seront chargés de gérer les affaires locales. Donc il est important que nous puissions vraiment encourager ce processus. Maintenant, la question de savoir est-ce que les élections locales seules suffisent pour permettre aux citoyens de trouver des solutions solutions à la base, à leur préoccupation.
Non, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. La loi est là. Même quand nous lisons même la loi, l'État même a encore beaucoup de choses à faire. Parce qu'il y aura d'autres décrets, d'autres arrêtés qui devaient être pris pour vraiment clarifier les choses. À l'étape actuelle, je ne pense pas que même les élus locaux, s'ils prennent fonction demain, ils pourront faire certaines choses. Parce qu'au niveau de l'État, il y a encore des choses à clarifier. Maintenant, la question de transfert de ressources, d'abord de compétences dans les faits. Parce que les thèses ont parlé de transfert de compétences, mais sur le terrain, il faudrait que les structures étatiques arrivent vraiment à transférer les compétences. Non seulement il faut transférer les compétences, mais il faut transférer aussi les ressources. Parce que quand nous lisons les articles 61 de la loi, l'article 303 et l'article 309, c'est précisé clairement que l'État doit mettre à disposition des élus locaux des ressources suffisantes pour pouvoir accomplir leur mission. Donc il faut penser à ça. Maintenant, les élus locaux qui sont choisis, il faudrait qu'ils soient vraiment bien outillés pour accomplir convenablement leur mission. Au-delà de ça, il faudrait qu'il y ait une forte participation des citoyens à la gestion de la chose publique. Parce que si à la base, les citoyens ne s'impliquent pas dans la gestion dans la gestion des affaires des communes, alors rien ne pourra changer. Donc, je peux résumer que à nos résolutions répondra le succès à ce niveau. Donc, il y a aussi d'autres dispositions de la loi qui méritent quand même d'être analysées, parce que si on ne prend pas, on ne fait pas attention, les élus locaux seront parfois bloqués à certaines activités. Donc, nous reviendrons sur ça en détail pour clarifier ces points-là. On en parlait d'élections historiques parce que depuis les indépendances, c'est quand même la première fois que dans un contexte pluraliste, le Togo a pu organiser des élections municipales. Est-ce qu'au final, vous avez eu le sentiment que tous les ingrédients ont été dosés pour qu'on ait des élections historiques? Ça va? Oui. Non, mais vous savez, on peut même donner justement une excuse aux irrégularités et incohérences qu'on a pu enregistrer devant tout le processus, pas justement le caractère inédit de cette élection. Vous savez qu'à 2 jours encore même du début de la campagne, on était en train de valider des candidatures et qu'on a fait une élection, même si la CENI nous a dit que le spécimen ne faisait pas partie du code électoral. Nous savons tous qu'aujourd'hui le spécimen est un aide pédagogique pour pouvoir expliquer aux gens comment voter pour éviter tous les bulletins nuls qu'on peut rencontrer. Donc, ne serait-ce que sur la préparation, il y a eu énormément de difficultés. La CENI a complètement évacué sa responsabilité dans la validation des candidatures. Il y a eu un certain nombre de candidatures, nous on en a eu jusqu'à 9 qui ont été invalidées, alors qu'elles ont été reçues par la CENI. Et donc, on a eu des récépissés prouvant normalement que les listes étaient régulières. Après, il a fallu donc que ce soit la Cour suprême qui invalide la liste, et finalement la Cour suprême invalide en dernier recours. Parce qu'en réalité, c'est plutôt la CENI qui doit le faire pour qu'on puisse faire les recours au niveau de la Cour suprême. Donc oui, il y a eu des irrégularités. J'ai même entendu entre-temps l'association de M. Agbobé demander d'ailleurs un report des élections. C'était notre avis pour mieux les organiser. Mais entre ne pas les organiser avec les insuffisances que nous sommes en train de citer, je préfère demain qu'on les organise, parce que vous savez, progressivement, les élections locales étaient devenues une sorte d'arlésienne. Depuis 2007, qu'on programme de les organiser, on les reporte systématiquement. Donc, apprenant les irrégularités qu'on a pu observer sur le terrain et le fait de les organiser, je préfère quand même qu'on les organise avec leurs insuffisances, parce que, comme je l'ai dit, c'est un processus qui va être lent et on va mettre beaucoup d'années avant de maîtriser complètement les mécanismes de la décentralisation et d'en tirer les bénéfices. Vous avez utilisé plusieurs thèmes, irrégularités, vous avez parlé de manquements, de faiblesses. Est-ce que c'est des irrégularités voulues ou des manquements dus au fait que les Togolais n'ont jamais organisé de telles élections? Mais vous savez, nous on a un représentant à la CENI, donc on est quand même jugé parti. Non, la plupart des irrégularités sont dues vraiment à l'impréparation. Les gens prenaient la Cour suprême, d'abord même à au niveau de la CENI, sont retrouvés avec plus de 11 000 dossiers qu'il fallait traiter. Il y a eu beaucoup de dossiers qui ont disparu en cours de route, parfois liés à des pertes, parfois même peut-être à des activités de sabotage, on n'en sait rien, mais parfois on a dû envoyer à 3 ou 4 reprises les pièces pour un dossier, alors que dès le départ, la CENI avait donné son récépissé après avoir vérifié que toutes les pièces étaient là. Donc je crois que le premier frein à cette bonne organisation, c'est le fait que on n'a jamais eu à traiter autant de dossiers, plus de 11 000 dossiers. Selon ce qui m'a été rapporté, par exemple, à la Cour suprême, ils n'étaient que 5.
à pouvoir traiter tous ces dossiers, s'assurer qu'ils sont réels, faire les recoupements, les remonter même les informations, parce que par exemple les casiers judiciaires, parfois il faut s'assurer qu'ils sont réels, même les numéros des cartes de membres, il faut s'assurer que les gens n'ont pas inventé des numéros pour mettre. Donc la tâche était énorme et personne n'a jamais été préparé à avoir autant de dossiers. Souvent avec les élections législatives, on se retrouve autour de 600-700 et là quand même on était à 11 000 dossiers. Donc ça c'est déjà un premier élément. Et je crois qu'à partir de là, tout s'est enchaîné. Moi, pour le moment, je parle de la préparation. Je crois que les gens étaient complètement débordés. C'est d'ailleurs la première fois que la Cour suprême organise une élection. Dans notre pays, la plupart du temps, c'est la Cour constitutionnelle. Donc, il y a plus les mécanismes qui maîtrisent mieux que la Cour suprême qui organise pour la première fois. Qui intervient dans l'organisation, en réalité? Quand vous dites organise... Aujourd'hui, on a 3 acteurs. On a le ministère de la Défense. Mais est-ce qu'il dit qui intervient dans l'organisation? On a la CENI et puis on a la Cour suprême. Mais ces 3 entités-là ont été complètement débordées par le volume des dossiers qui ont été mis en place et par les vérifications qu'il fallait faire, parce que quand vous avez plus de 11 000 dossiers, parfois il fallait les vérifier en l'espace de 24 ou 48 heures. C'est pas évident. Les difficultés énormes, historiques finalement. Oui, comme l'a dit l'honorable Jerry, la CENI même en temps avait sorti en fait un communiqué disant, ou bien le chargé de communication avait précisé que la CENI n'est pas habituée à organiser les élections locales. Donc cela agit un peu sur leur fonctionnement. Et puis il faut noter que nous avons 117 communes avec un taux de participation, en fait un nombre important de candidatures à celles locales. Donc il aurait fallu donner plus de temps pour pouvoir mieux organiser ces élections. Donc la CENI, disons que n'avait pas pris la mesure de la situation, n'avait pas su qu'il y aurait assez d'engouement autour du scrutin pour se donner quand même suffisamment de temps pour organiser ces élections. Ça c'est un. Et ce qui a manqué fondamentalement aussi, c'est la communication. Ça, et il faudrait que la CENI soit aussi responsable, parce que quelque part, selon le code électoral, la CENI aussi est responsable de la formation des citoyens en période électorale. C'est précisé clairement dans le code électoral. Et donc, la CENI, normalement, devrait collaborer avec le gouvernement pour faire une grande communication autour du processus. Parce que ça fait plus de 32 ans que nous n'avons plus organisé ces élections locales. Donc, pour pouvoir mieux réussir ce scrutin, l'institution en charge de l'organisation scrutin devrait quand même prendre le temps pour analyser les différentes tâches à réaliser préalablement avant la tenue du scrutin pour éviter ces incohérences. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a certains citoyens qui n'ont pas encore choisi leurs conseillers municipaux. Il y a 3 communes qui n'ont pas encore connu les élections locales. Et cela dit au fait aussi que la CENI n'était pas prête. Et c'est pour cette raison qu'entre-temps, nous avons quand même estimé que la CENI estimé qu'il serait bon qu'on puisse vraiment donner une semaine supplémentaire à la CENI pour vraiment accomplir toutes les tâches avant la tenue de ce scrutin. Mais nous n'avons pas été écoutés. Nous sommes devant les faits. Je crois que chacun de nous va tirer les conséquences, ou bien les leçons de cette situation. Mais ce qu'il faut noter, c'est que les citoyens togolais n'avaient pas compris, n'ont pas participé. On parlera de la participation. On parlera de la participation dans un instant. Voilà. Mais il y a une question qui revient à chaque élection au Togo, c'est sur le caractère indépendant de la CENI. On a constaté une nouvelle fois que la CENI a été en difficulté dans l'organisation du scrutin. À un moment donné, beaucoup ont tapé sur cette CENI-là. Directement, je viens de parler d'irrégularité, de manquement, de faiblesse. Est-ce qu'on va continuer par parler d'une CENI, une commission électorale nationale indépendante, quand on sait que dans la réalité, elle n'est pas si indépendante que ça? Bon, de mon point de vue sur les éléments que j'ai, l'une des faiblesses de la CENI, c'est qu'elle est renouvelée à chaque élection et donc toutes les personnes sont obligées de reprendre une expérience. C'est-à-dire que si vous prenez cette CENI-là, elle a été renouvelée à près de 80%, voire même 90%. Et donc, en termes même de mécanisme, en termes de maîtrise du fonctionnement, ça pose déjà un énorme problème. Nous avons toujours été pour avoir une CENI technique où il y a des gens qui sont en permanence et qui maîtrisent mieux les mécanismes de l'organisation des élections. Bon, on n'a jamais été écouté, tant qu'à faire. Donc,
pour moi, je pense que, certes, elle est autonome quant à l'organisation et la conduite du processus, mais il est évident que tant que, par exemple, les sous de la CENI viennent du gouvernement, je sais qu'au départ, on parlait tout à l'heure de la communication, sur les premiers mois, la CENI avait un gros problème de trésorerie, et donc pouvoir même signer des contrats avec des sociétés, c'est extrêmement compliqué. Donc il est évident que si vous n'avez pas la clé du coffre-fort, qui vous donne les ressources, vous n'êtes pas entièrement indépendant. Mais maintenant, je crois que quant à l'organisation, la consolidation des résultats et leur proclamation, je crois que la CENI est entièrement indépendante. Maintenant, après, vous savez que nous sommes dans une élites politiques, où les courants politiques aussi, dont vous savez très bien que si les 10, par exemple, représentants de l'opposition, il y a 5 qui reviennent entièrement au parti au pouvoir. Donc, il est évident aussi que dans ça, il y a des lobbies qui se mettent en place. Et ces lobbies-là ne peuvent pas forcément garantir la totale indépendance de la CENI, sachant qu'elle dépend aussi un peu des partis politiques qui la composent. Sur la question de la CENI, son indépendance. Je ne saurais le dire, mais quand je lis le code électoral, je crois que le mot indépendant est trop fort. Si on parlait d'autonome, voilà. Parce que, vous savez, quand on dit indépendant, cela voudra dire que la CENI dispose, c'est que la CENI peut faire beaucoup de choses sans demander l'avis des autres institutions de la République. Mais quand vous lisez le code électoral, sur beaucoup de questions, on dit que la CENI doit forcément faire avec le ministère en charge de la décentralisation. Donc, du coup, on se demande, est-ce que la CENI est totalement, est-ce que c'est une institution totalement indépendante? Vous savez que la dernière fois, les gens, moi j'ai suivi, des gens ont soulevé cette question de refus d'accréditation pour certaines organisations de la société civile. On dit, est-ce que c'est le ministère qui devait normalement écrire à ces organisations, étant donné que la demande a été adressée au président de la CENI? Donc, si le ministère a fait des observations et le ministère estime que ces organisations ne devraient pas avoir d'accréditation, normalement, il appartient au ministère de signaler ça à la CENI et c'est à la CENI d'écrire normalement à ces organisations pour leur signifier les raisons de la non-accréditation. Mais c'est le ministère qui avait écrit directement. Donc on se demande, entre le ministère et la CENI, dans le cadre de l'organisation des élections, comment les choses se passent. Voilà, donc nous analysons juste ce qui se passe. Mais c'est le souhait des autorités d'avoir une institution nationale indépendante pour l'organisation des élections. Donc si c'est le cas, il faudrait que le code électoral soit amélioré, ou bien carrément il faudrait que le système de fonctionnement de la CENI soit revu par les autorités. Jerry Tama, au niveau du net, propose carrément une CENI technique. Oui, ce serait aussi une solution, mais comme les acteurs politiques ne se font pas confiance, ça, il faut quand même, faut pas passer par mille chemins pour pouvoir le dire. Ils ne s'entendent jamais. Ils ne s'entendent jamais, mais je me dis que si on arrive à avoir une CENI technique, constituée des gens doués dans ce domaine, ça pourrait quand même régler un certain nombre de problèmes, mais il va falloir que les acteurs politiques se fassent confiance pour que cela soit une réussite. Nous parlerons des résultats de ces élections dans un instant, mais parlons un peu de participation, puisque vous avez commencé par aborder la participation des Togolais à cette élection-là. Sur Lomé, quand même, on a constaté que la participation est relativement pas grande sur Lomé. À quoi cela peut être dû? D'abord, j'ai noté une incompatibilité ou bien un paradoxe, parce que d'abord, il y a eu une forte participation des candidats à ces élections. C'est-à-dire qu'on a un nombre important de candidatures. Mais à côté, on n'a pas eu assez de participation des électeurs à ces élections. Donc, il faut quand même analyser un peu. La première des choses à noter, c'est que il n'y a pas eu assez de communication autour de ces élections, parce que moi j'étais sur le terrain, même avant le début de la campagne, même au cours de la campagne, et je sortais pour interroger un peu les citoyens. Certains n'avaient pas confiance, parce qu'il y avait aussi trop de listes, et les gens ne savaient même pas quelle est l'importance de ces élections, pour qui aller voter, tout ça. Les gens de mon quartier m'ont dit, mais quand je vais même dans ces urnes, je vais voter pour qui? Moi je ne fais pas confiance. Il y a ça aussi. Il faut noter aussi que les citoyens, selon ce qu'on a écouté, pensent que les élections ne vont pas régler leurs problèmes. Ils nous ont dit, ah non, au Togo, quelle élection? Moi, je ne veux pas aller. C'est toujours les mêmes choses qu'on va nous présenter. Même si on vote, on n'aura pas les vrais résultats issus des urnes. Donc, c'est un. Deuxième chose, pour certains citoyens qui
qui autrefois votaient pour l'opposition n'étaient pas aussi chauds pour aller voter. Pour la simple raison qu'en tout temps, il y avait eu quand même, bon, je parle d'opposition radicale bien sûr, en temps, il y avait eu scission au niveau de cette opposition, donc les gens étaient dans le doute, les gens ne voulaient pas aller. Et donc, il faut noter qu'il y a ces choses-là qui ont fait que les gens n'ont pas participé à ce scrutin. C'est tout ce que je peux vous dire. Tu as la même question, Diri Dava. Non, mais d'abord, je suis entièrement d'accord avec lui. La communication n'a pas suivi. Vous savez, j'ai eu plusieurs fois des questions qui étaient parfois marrantes parce qu'on vous dit, bon, les élections de Fort, on connaît, parce qu'au Togo, les élections présidentielles, c'est souvent Fort qui gagne, on les appelle les élections de Fort. Les élections des députés, on connaît, mais c'est encore quoi votre histoire là? Donc, les gens, bien sûr, ça fait 32 ans qu'on n'a pas fait les élections et la communication n'a pas été suffisamment forte. Le deuxième élément, c'est le cafouillage. Même on prend les listes indépendantes, parfois vous avez des listes indépendantes qui ont les mêmes noms, qui ont des noms similaires, ben vous ne comprenez absolument rien. Vous voyez, sur un bulletin, surtout dans les golfs, là, parce que vous avez 12, 13, 14 candidats. 16 même. 16 candidats, vous ne comprenez absolument rien. Et puis, il faut aussi, bon, moi, vous savez, moi, je suis dans la politique et je passe souvent ma langue dans ma poche, c'est que majoritairement les candidats de l'opposition traditionnelle ne sont pas sortis. Les candidats, les militants et les électeurs de l'Union sont sortis. Si vous regardez les résultats des élections législatives et celles-là, c'est à peu près, la différence est assez minime. Nous, qui sommes les participants passionnistes, quand je prends mes résultats des élections législatives et mes résultats de ces élections-là, il n'y a quasiment pas de différence. Ça veut dire que nous avons quand même plus ou moins fait sortir ceux qui nous votent traditionnellement. Et malheureusement, quand vous comparez les résultats des élections de 2013, où sur 10 candidats dans le Grand Lomé, l'opposition en avait pris 8, ben, au vote, vous comprenez que les gens qui ne sont pas sortis voter, c'est beaucoup plus. Et quand vous regardez même dans les lieux qui sont supposés être des fiefs de ces partis-là, c'est là où les gens ne sont pas sortis voter. Parce que je suis d'accord aussi avec M. Aboué qui dit les atermoiements, les incohérences réelles ou manifestes, le fait de dire aux gens pour les élections législatives de ne pas aller voter, de ne pas aller prendre le cadre des électeurs, et que 6 mois plus tard, alors que rien n'a changé, aucune situation n'a changé, on dit aux gens d'aller voter, ceci a complètement semé la confusion dans l'esprit de beaucoup de personnes. Et je crois que la réaction que les gens ont eue, c'est ça ne sert à rien d'y aller, puisque de toute façon, on connaît plus ou moins les résultats. On est justement sur ce type de réponse qu'on a de plus en plus au Togo, on connaît déjà les réponses. Est-ce que ce n'est pas dangereux pour notre démocratie? Ben, écoutez, moi je pense que c'est dangereux pour notre démocratie, mais c'est à nous, leaders de l'opposition, de régler le tir. Il est évident, je l'ai dit tout à l'heure, quand nous faisons des atermoiements, en prenant ne serait-ce que le discours entre les élections législatives et les élections locales. Parce qu'au fond, il n'y a absolument rien qui a changé entre les élections législatives et les élections locales. Donc quand le discours change de façon aussi radicale, les électeurs ne se retrouvent pas. Maintenant, c'est à nous de pouvoir prouver à nos concitoyens, à nos électeurs, que d'abord nous sommes en mesure de protéger leur vote. Parce que l'autre problème qui se pose, c'est qu'on a finalement présenté les fraudes et les irrégularités comme une sorte de paravent par rapport à nos échecs. C'est-à-dire que quand ça ne marche pas, c'est qu'on nous a volé. Mais on nous demande, mais écoutez, prouvez qu'on vous a volé. On dit, mais de toute façon, vous savez que, quel que soit le cas, ils volent toujours. Donc c'est à nous aujourd'hui d'apporter la preuve. Hypothèse numéro 1, que les fraudes sont réelles, parce que moi je le dis toujours, hein, on a un des meilleurs codes électoraux au Togo, pour peu qu'on mette en application tous les détails de ce code électoral. Donc c'est à nous au niveau de l'opposition de pouvoir expliquer à nos électeurs que oui, nous sommes en mesure, quand on vous demande d'aller voter, nous sommes en mesure de défendre votre vote. Nous sommes en mesure d'avoir des gens qui sont soit délégués dans les bureaux de vote, ou bien membres des bureaux de vote, qui ont la conscience politique suffisante pour ne pas se faire acheter pour 2000 francs, 3000 francs. Si nous n'arrivons pas à régler ce problème, en réalité nous allons continuer à avoir des taux de participation qui vont baisser. Dans 5 minutes, les auditeurs vont poser des questions à nos deux invités. Dans 5 minutes, les numéros de l'émission, c'est 70 43 09, 70 43 09 et puis 96 50 34 37. Nous allons parler des résultats de ces élections-là. Et UNI a eu 895 élus locaux et les autres participants n'ont eu que des miettes, visiblement, parce qu'il y a eu plusieurs partis politiques qui se sont engagés dans le cadre de ces élections, plusieurs listes d'indépendants. Et comment analysez-vous ce qu'on peut appeler un raz-de-marée, finalement? Mais nous, en tant qu'acteurs de la société civile, nous pouvons prendre acte de ce que la CENI a proclamé, puisque c'est la CENI qui a toutes les données à sa disposition pour proclamer les résultats.
Et il faut noter quand même que c'est la phase politique du processus, c'est les élections locales. C'est la phase hautement politique du processus. Donc, je n'ose pas trop intervenir, donner mon point de vue par rapport bon, oui, vous savez, c'est-à-dire que vous voyez que je n'ai pas participé pleinement aux activités de campagne, tout ça, parce que je m'étais mis à l'écart. Parce que on avait laissé le soin aux candidats aux partis politiques de faire leur campagne, séduire l'électorat pour avoir des voix. Maintenant, la CENI a donné les résultats, je prends acte. Mais ce qui est le plus important pour moi, c'est que les citoyens doivent comprendre quelque chose. Nous n'aurons pas des maires des partis politiques, mais nous aurons des maires des citoyens à la base. Il faudrait que nos élus comprennent cela. Nous n'avons pas des conseils municipaux des partis politiques, mais nous avons des conseils municipaux des citoyens, des conseillers qui sont élus pour travailler avec leur population. Il faudrait que nous commencions par effacer, oublier nos partis politiques. C'est très important. Parce que si... Ça, c'est la position de l'expert. Oui, bien sûr, parce que si les maires affichent trop leur parti politique, ils risquent de ne pas avoir l'adhésion de certains citoyens à leur politique de développement local. Et c'est ça qui est l'une des causes des échecs des actions de gouvernement à la base. Parce que quand les citoyens ne vont pas adhérer à votre politique, vous aurez des problèmes. Pourquoi c'est important pour les élus locaux? Parce que contrairement aux actions du gouvernement, aux actions des ministères, l'ordre vient d'en haut, les moyens viennent, ils exécutent des actions. Maintenant, au niveau local, les élus seront obligés de coopérer avec leur population. Ils auront besoin des ressources endogènes, ils auront besoin des soutiens techniques des citoyens à la base. Si ils ne règlent pas cette question, ils veulent mettre leur parti politique devant, ils vont échouer. Donc, je voudrais inviter nos compatriotes à considérer tous les conseillers élus comme nos conseillers et non les conseillers d'information politique. 889 élus locaux de UNIR, est-ce que vous avez été surpris? Non, pas surpris. Écoutez, nous avions à une élection face à un parti qui était en ordre de marche depuis longtemps, qui a utilisé les élections locales comme rampe de lancement. Et pendant ce temps, comme je l'ai dit, nous, au niveau des... Je peux parler qu'au niveau du parti politique net, nous faisons des résultats qui sont plus ou moins conformes au pouvoir politique de notre parti. Nous avons 33, près de 34 000 voix, nous avons 33 conseillers dans les 5 régions du pays. Donc nous restons plus ou moins à une position que déjà les élections législatives nous avaient permis d'atteindre. Et qui justifie même d'ailleurs les 3 députés que nous avons à l'Assemblée nationale. Mais quand vous prenez, puisque la seule comparaison qu'on peut faire, c'est avec les élections législatives de 2013. En 2013, quand on prenait les voix de l'opposition, on prenait les voix de UNIR, on avait à peu près une équivalence. Aujourd'hui, UNIR engrange à lui tout seul 104% de l'électorat. Et ça, il faut partir du principe que c'est le prix à payer sur d'abord les postures politiques parfois extrêmes qu'on a eu entre 2017, 2018 et 2019. Et puis, bien entendu, le poids du boycott. Nous l'avions dit à l'époque, le boycott, sur le plan politique, n'a jamais profité à aucun parti politique. Mais bon, aujourd'hui, quand on regarde ces résultats, là, on est obligé quand même de tenir compte de tout ce qu'on a pu faire entre 2017 et 2019. Merci beaucoup. Nous allons permettre aux auditeurs de participer à l'émission à partir de cet instant. Je vais rappeler les numéros il n'y a pas très longtemps. Je les rappelle une nouvelle fois, 70 43 09 70 et puis 96 50 34 37. Le premier auditeur, allô? Allô? Bonjour. Oui, c'est monsieur? Abel. Monsieur Abel, allez-y. Je voudrais que M. Guéry me donne le nom du fichier électoral avant les élections législatives et le nom du fichier électoral avant les élections locales. Et me dit, dans le cas où le fichier a été je reviendrai plus tard après ça. Bien, merci. Jerry, vous avez été interpellé. Non, d'abord, c'est qu'il y a des informations dont les détails sont détenus uniquement par la CENI et c'est à la CENI qu'il faut poser cette question. Mais de mémoire, je sais quand même que nous sommes allés aux élections législatives avec un fichier qui avait à peu près, j'arrondis, 3 150
personnes et que le recensement supplémentaire a donné lieu à plus de 300, je pense 350 personnes, dont nous sommes retrouvés à peu près autour de 3 450 à peu près, mais je le dis encore, je n'ai pas les détails puisque c'est la CENI qui a tous ces détails. Mais ce qui est évident, c'est que le fichier électoral a augmenté entre les deux élections pour une raison aussi même très simple, c'est que malheureusement nous n'avons pas un état civil qui fonctionne très bien. Et ce qui fait que toutes les personnes qui éventuellement soit ont perdu leurs droits citoyens, qui sont morts malheureusement, ainsi de suite, qui ont quitté le pays, n'ont pas été enlevés du fichier initial de 2018. Ce qui finit par gonfler notre fichier. Chaque fois qu'on le fait, au lieu de faire un recensement complet, on fait une révision électorale. Deuxième auditeur. Allô? Bonjour. Oui, allez-y. À la gendarmerie, à la paix, parce que nous avons appris qu'il y avait le compte de jusqu'à présent, la CENI, ils n'ont pas encore mis ces biens. Est-ce qu'on va aller faire encore des élections, on va faire encore des élections dans notre localité, nous les candidats, on demande, on tape partout, on doit savoir, moi, maintenant, j'arrive même à comprendre. C'est vous qui faites la loi. Est-ce que la loi se dispose comme ça et quelqu'un peut prendre la décision en disant qu'on ne peut pas voter ici et ça s'arrête comme ça à toutes les populations? Personne n'entend rien. Bossambo, on a compris votre préoccupation. Jerry Tama va réagir sur cette deuxième préoccupation. Oui, bon, je pense que la personne qui était mieux placée, c'est celle qui n'est pas là aujourd'hui, c'est-à-dire le représentant de la CENI. Moi, je peux dire uniquement que du fait que j'ai peut-être un représentant de la CENI, j'ai quelques informations, mais dans les deux endroits où les élections ont été repoussées pour des causes techniques, la plupart du temps c'était lié à l'impression des bulletins de vote qui n'étaient pas conformes, et donc on les a reportés. Je crois que la CENI mettra les délais les plus rapides pour pouvoir organiser les élections dans ces trois localités. La troisième localité c'était lié à la violence dans Oti 2, donc qui a fait qu'on a dû reporter les élections dans ces lieux-là. Mais je crois que assez rapidement, et ce sera important pour tout le monde, qu'on organise les élections dans ces localités-là dans les meilleurs délais. Mais je suis d'accord avec lui que la CENI ne communique pas suffisamment sur ce truc-là et qu'on aurait déjà dû leur donner des indications sur les dates éventuelles de l'organisation de ces élections. Est-ce que c'est gênant finalement, ce report ou cette annulation ou ce décalage de l'organisation dans ces communes? Oui, c'est gênant, étant donné que les candidats avaient déjà fait leur campagne, l'électorat était déjà prêt pour aller voter. C'est une. Deuxième chose, c'est pas la forme même. Je ne sais pas si c'est la CENI qui devait normalement donner l'information de report ou bien c'était le gouvernement. Puisque dans les faits, c'est le gouvernement qui convoque l'électorat. Donc voilà, il y a ça. Mais c'était quand même gênant parce qu'il y a certains citoyens qui n'ont pas encore élu leurs conseils municipaux. Allô, troisième auditeur. Bonjour. Allô. Bonjour. Bonjour, monsieur Pierrot. Oui, c'est... C'est monsieur Kokou. Oui, Kokou, allez-y. Je salue nos invités. Bonjour. Il vous écoute. Bonjour. Ok, je dis bonjour à M. Honorable Jerry Tama. Bonjour, monsieur Kokou. Je dis bonjour à M. Pascal Agoué. Bonjour. S'il plaît, M. Pierrot, je pense que l'honorable Jerry Tama ne va pas me reprocher aujourd'hui de lui donner des cours de juridiction. Aujourd'hui, je suis heureux que c'est M. Pascal Agoué qui a fait comprendre à l'honorable Jerry Tama que dans la loi, il y a une loi qui sera votée pour donner les prérogatives du gouverneur Coucou. gouverneur de Grand Lomé. Coucou. Oui, Oui, quelle est votre question? je voulais premièrement demander à nos deux invités de m'expliquer ce qu'ils appellent par tenue technique et qui sont ceux qui seront dans cette tenue technique.
Parce que je crois savoir que je pense que aujourd'hui on veut une tenue technique. Aujourd'hui on a une tenue politique qui est remplie des hommes politiques, mais au même moment on voit que des gens sont à la tenue, ils contribuent à la... Kokou, vous savez, là vous venez de poser une question et vous allez donner la possibilité aux invités de vous éclairer. Est-ce que c'est pas mieux? Qu'est-ce qu'ils mettent dans leur proposition technique? Ok, c'est noté. Oui, dans la deuxième partie de la question. Deuxième partie de ma question, je voudrais demander à Délitama, aujourd'hui, là où nous sommes, j'ai l'impression que ceux qui parlent à l'Assemblée nationale aujourd'hui au nom de l'opposition, c'est eux qui passent sur les médias pour nous expliquer ce qu'ils font à l'Assemblée nationale. Mais je pense que j'ai l'impression qu'ils viennent nous donner l'impression comme si on doit éprouver ce que le pouvoir les impose à l'Assemblée nationale. Quand M. Délitama nous dit aujourd'hui, Lomé est considéré comme une région. Quelle est la composition d'une région? C'est une région. Vous êtes demandé à M. Délitama de m'expliquer la région et ce que c'est une région. Merci beaucoup, Kokou, pour les deux préoccupations. Sur la série technique. Non, mais écoutez, sur la série technique, on a aujourd'hui plusieurs institutions dont les gens sont recrutés uniquement sur la base de leurs compétences. D'ailleurs, on peut même dire que la CENI est la seule institution où les gens sont recrutés ou bien les gens figurent sur la base de leur participation politique. La plupart des autres institutions sont mises en place sur la base des compétences techniques. Donc quand on parle d'une série technique, c'est une série dont les personnes qui la composent sont sélectionnées ou bien même sous concours sont élus ou alors désignés sur la base de leurs compétences techniques. C'est pas si compliqué que ça. Maintenant, en ce qui concerne la région, je pense que bon, je dois avoir un petit contentieux avec M. Kokou. J'ai dit qu'aujourd'hui, quand on regarde comment on fait le découpage au niveau de l'administration, Lomé est souvent mis à l'écart parce que le chef-lieu de la région maritime, par exemple, c'est Tchévier. Parce que Lomé, aujourd'hui on parle plutôt du district de Grand Lomé qui est séparé des 5 régions économiques. Bon, maintenant après, si on va faire une réforme de la loi pour décider que Lomé est entièrement une région, on verra, mais pour le moment au Togo on a 5 régions économiques, même si aujourd'hui on attend que ces 5 régions économiques deviennent des régions administratives. Parce que tant qu'on n'a pas encore élu des gouverneurs, on a des régions économiques, mais on n'a pas encore de régions administratives. Maintenant on ne va pas faire un cours sur savoir ce qu'on appelle une région, je le laisse. Quatrième auditeur. Allô? Allô, Pierrot. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur. C'est Yoshua? Oui, Yoshua depuis 5 ans. Ok, comment vous allez? Oh, ça va très bien chez nous. Ok, votre question. Ok, je salue aussi les invités sur le plateau. Merci, bonjour. Bonjour. Et je profite de cette occasion pour dire félicitations à vous d'abord. Maintenant, la question que j'aimerais poser à M. Délitama, je voudrais lui demander à voir les résultats que nous avons à travers cette élection municipale. Comment est-ce que vous, opposants, vous allez encore prétendre gagner en 2020 contre le Badi Uni? C'est ma question. Bien, merci. Non, mais c'est très simple. Si vous considérez qu'on a 52% de taux de participation, ça veut dire qu'il y a une réserve de voix de près de 48% qui est là, qui peuvent uniquement s'ils décident de voter pour les candidats de l'opposition inverser entièrement la tendance. Nous aurions eu une élection avec une si grande victoire de l'UNIR avec 80 ou 85%, qu'on dira qu'il n'y a plus de réserve de voix. Aujourd'hui, il faut partir du principe que, je l'ai dit tout à l'heure, hein, que c'est majoritairement dans les grandes villes les électeurs de l'opposition qui, par rapport au cafouillage qui existe, qui ne sont pas allés voter, unira son électorat qui va voter. Et donc si aujourd'hui l'opposition arrive à faire des élections présidentielles avec 85 à 90% des électeurs, il est évident que, surtout par le mécanisme des élections à 2 tours, les choses vont changer assez sérieusement en 2020. Allô? Bonjour. Oui, c'est M. Kokou qui est revenu. Oui, Kokou, vous venez de poser 2 questions, n'est-ce pas? Oui, je voudrais terminer en disant ceci. Oui, mais faites, Kokou. Mais si vous donnez la possibilité à d'autres aussi d'intervenir. Après Kokou, on a un autre. Allô? Allô? Bonjour. Oui, c'est M. Abdel qui revient. Abdel. Oui. Vous avez posé une question. Oui, et j'ai bien dit que je reviendrai après la réponse de M. Délitama. Ok, vous êtes revenu, allez-y.
Voilà. Monsieur Jerry Tama, le NEC est un parti politique légalement constitué, n'est-ce pas? 2. Vous êtes représenté à la CENI. Et aujourd'hui, vous venez nous dire que vous ne connaissez pas le fichier électoral. Vous faites des élections avant d'aller aux élections. C'est comme dire aux Togolais qu'au lieu de marcher sur les pieds, marchons sur la tête. C'est pas possible. Ce n'est pas possible ce que vous êtes en train de nous dire. C'est pourquoi j'attendais votre réponse avant de revenir. Vous êtes un parti, comment se fait-il que vous ne connaissez pas le fichier, le nombre de fichiers, et vous allez aux élections? C'est pas possible. Ne venez pas vous mentir sur les antennes, M. Jerry Tama. Allô, Abel. Oui, allô. Oui, mais en fait, c'est clair que vous avez posé une question. Il faudrait avoir à disposition sans doute les données. Et je vais quand même laisser la possibilité à Jerry Tama de réagir parce que vous voulez rester encore en ligne. Oui, je reste en ligne, il n'y a pas de problème. Ok, restez en ligne. Je pense qu'on n'a pas écouté ma réponse. Je vous ai dit que je ne peux pas vous donner les chiffres au détail près, mais que je sais que le premier recensement pour l'organisation des élections législatives, on était à 3 150 à peu près, et que le recensement qu'on a eu nous a donné 350 à peu près. Maintenant, après, ne me demandez pas d'avoir... j'ai énormément de choses dans la tête. Si vous voulez, vous me donnez... juste à l'issue de ce truc-là, je vous donne les chiffres au détail près. Mais écoutez, monsieur, je ne suis pas un ordinateur qui garde tout en détail. Donc, s'il vous plaît, monsieur, je vous donne, vous posez une question, je vous réponds, et après, vos analyses que vous avez, je ne peux pas vous empêcher de les avoir. Abel, on a compris. Non, c'est bon. S'il vous plaît, bon, c'est bon, Abel. Je crois que Jerry Tama a répondu à votre question. Nous allons permettre à notre auditeur de réagir. Oui, Bonsoir. S'il vous plaît, c'est Élisée. Oui, Élisée. Oui, vous êtes en direct. Ok. J'aimerais adresser une question à M. Tama. S'il vous plaît, Élisée. Et je rappelle qu'il n'y a pas que Jerry Tama sur le plateau, il y a également Pascal Agbové. C'est vrai que Pascal Agbové, il est un expert, il est technicien, et je comprends que les questions qui sont très souvent politiques sont adressées à Jerry Tama. Allez-y. Oh oui, parce que ma question elle est pertinente, elle est destinée à M. Tama, donc c'est ça. Et la question elle est la suivante. Ces derniers temps, il circule sur les réseaux sociaux certaines suspicions concernant son entreprise et une jeune dame comme ça. Donc j'aimerais qu'il nous indique un peu, qu'il nous donne plus d'explications à ce sujet, s'il a la connaissance du dossier, bien sûr. Donc c'est ça ma préoccupation. Bien, merci Élisée. Je crois que je savais que cette question allait venir. Je savais aussi qu'elle allait arriver. Non, je peux vous répondre. Pour moi, en ce qui me concerne, il s'agit d'un montage. Je n'ai jamais été ni de près ni de loin associé à une telle conversation. J'ai le privilège d'être un chef d'entreprise. J'ai la possibilité de donner, chaque fois que Dieu me permet de créer des emplois, j'en ai créé. J'ai fait une annonce qui me fait aujourd'hui employer 2 jeunes dames dans une société que j'ai contribué à créer. Mais tout ce qui se retrouve sur Internet, que sur les réseaux sociaux, je suis entièrement étranger à ça. Et pour finir, je suis bien entendu ouvert à toute confrontation, pour peu que cette personne existe et que cette personne, que ce soit par le biais des associations ou par le biais de la justice, que cette personne puisse se montrer, qu'on puisse bien entendu tirer cette affaire au clair. Il y va aussi bien entendu de ma réputation, de mon honneur. Après Élisée, nous avons qui au téléphone? Allô? Allô? Bonjour. Bonjour monsieur. C'est Roméo, vous êtes en direct, allez-y. Je dis bonjour aux invités. Bonjour. Sincèrement, avec excitation à M. Jerry Tama, j'ai l'habitude de le suivre parce que si tous les élus locaux devaient passer aux antennes pour nous expliquer ce qui se passe à l'Assemblée nationale, je pense que personne n'aurait encore à douter de certains petits trucs. Sur ce, je lui dis merci beaucoup. Merci. Je n'ai pas de questions, mais moi j'ai des inquiétudes. Monsieur, l'autre, comment l'appelle son nom? Il s'appelle Pascal Agbové. Oui, Pascal Agbové. Il a soulevé une de mes inquiétudes.
Hein, c'est ce que j'ai remarqué lors de ces campagnes. J'ai l'impression que la plupart des candidats ont exhibé leur appartenance politique. Et j'ai vraiment déploré cela. Et j'aurais aimé que les responsables des partis politiques qui ont présenté des candidats à ces élections locales puissent vraiment entretenir leurs candidats qui sont élus par rapport à comment contribuer au développement des localités, en mettant de côté leur appartenance politique. Maintenant, par rapport au boycott, c'est normal, le pays de Tabarati, on ne va pas s'en plaindre. Si les 48% ne vont pas généralement au parti, lors des présentations de les partis d'opposition donnaient vraiment des informations. Roméo, s'il vous plaît, Roméo. Oui, vous n'avez pas de questions. Ok, on a compris. Merci beaucoup d'être intervenu parce que d'autres derrière vous ont des questions à poser à nos deux invités. Nous allons devoir les insérer dans le direct. Allô? Bonjour. Oui, Pelé, comment allez-vous? Ok, je vous souhaite un bon dimanche. Ok, votre question. Oui, bonjour. L'enquête interminable du gouvernement qui a une activité au programme pour saisir ce dossier-là pour le faire savoir. Bien, merci. C'est la question, la deuxième partie de la question portée avec beaucoup de si. Je ne sais pas si vous voulez réagir là sur cette question, puisque j'ai constaté que vous prenez beaucoup de précautions sur les questions politiques. D'accord. Je voudrais dire à mon concitoyen que les marchés de Lomé sont gérés par un établissement public appelé EPAM et qui est une forme de décentralisation. C'est une entité, c'est un établissement public. Il y a deux sortes de décentralisation. Il y a la décentralisation territoriale et la décentralisation technique ou bien fonctionnelle. Donc, l'EPAM est créé pour s'occuper de ces marchés-là. C'est vrai qu'il y a une relation entre la municipalité et l'EPAM, mais l'établissement public est autonome. Donc voilà, ces marchés sont gérés par l'EPAM. Donc le conseil municipal de Golfe 4 n'a pas changé les règles de fonctionnement de cette institution. C'est l'État qui l'a mis en place. Voilà. Autre chose, c'est par rapport à la première question. Non, mais en fait, la première question, c'est de savoir si les élections sont volées à la CENI ou dans les... Je ne sais pas si on peut parler de voler. Moi, je ne suis pas impliqué dans l'organisation des élections. Maintenant, ce qu'on doit noter, c'est que d'abord, après le choix des citoyens, il y a le décompte qui est fait au niveau du bureau de vote. Donc, c'est là où on a le premier document, c'est le procès verbal, signé par les membres du bureau de vote et les délégués des candidats. Ce sont ces PV-là qui sont transmis à la CELI, qui est un démembrement de la CENI. Et donc, la CELI fait la compilation des PV des bureaux de vote et elle envoie le résultat au niveau de la CENI qui se charge de la compilation finale pour la proclamation des résultats. Donc, c'est ce que je peux lui dire. Je parle en tant que spécialiste et je donne mon avis technique. Maintenant, s'il peut y avoir erreur de calcul, donc arriver à chaque niveau, il faudrait que les vérifications soient faites avant la proclamation définitive des résultats. Djeri Taba. Oui, je voudrais donner trois précisions à M. Pelé. La première, c'est que
On peut être centriste et être de l'opposition. On est de l'opposition qu'on n'est pas en alliance avec le parti au pouvoir. Centrisme, c'est une idéologie politique comme le socialisme, comme le libéralisme, ainsi de suite. La deuxième chose, c'est que, en fait, quand on parle de CENI, c'est soit l'ensemble des constitutions de CENI, c'est à savoir les membres des bureaux de vote, c'est les démembrements, mais ils sont de la CENI. Donc il ne faut pas penser seulement que la CENI, c'est les 15, les 17 personnes qui sont au niveau dans un bureau ici, mais la CENI, c'est la CENI, les CELI, les membres des bureaux de vote, même les serves et tout ça constitue la CENI. Donc c'est l'ensemble. Et pour terminer aussi, c'est que sur la question du marché, on en a parlé à l'Assemblée nationale. La NASAP aussi, on en avait parlé pour voir s'il n'y aura pas de conflit de compétences. Par exemple, pour les marchés, certains marchés qui sont par exemple des marchés régionaux, les autorités qui gèrent ces marchés peuvent décider de céder une partie de la responsabilité à des communes. Donc par exemple, sur le marché de la Daolato, le PAM peut décider tout simplement de le céder à la commune de Golfe 4, mais tout va se faire au cas par cas. C'est souvent des marchés régionaux qui sont gérés directement par une administration, mais on peut décider de les céder. C'est la même chose pour la NASAP, parce qu'aujourd'hui, vous savez que l'entretien et l'environnement, l'assainissement, aujourd'hui géré par la NASAP. Et c'est aussi une des fonctions, une des compétences des communes. Ça sera géré au cas par cas au niveau des communes. Donc c'est la précision que je voulais ajouter. Allô? Allô. Bonjour. Oui, écoute. Oui, allez-y. Quelle est leur observation sur les élections qui se passent dans notre pays? Parce que pour des élections, on a des gens qui viennent dans les bureaux de vote avec des bulletins précisés et lorsqu'ils rentrent, c'est le bulletin qu'on leur donne, qu'ils mettent en poche, qu'ils mettent ce qu'on a précisé dans l'une et revenir avec ce qu'ils ont pris dans les bureaux pour aller montrer pour prendre de l'argent. Ça, c'est la preuve d'un bulletin qui a été précisé et authentifié au nom de l'idée que les gens mettent dans les bureaux de vote pour mettre en ligne. Est-ce que vous donc on va transformer une électorat en une électorat transparent? Coco, merci, puisque vous avez tenu à poser la question, vous l'avez finalement posée. Réaction? Non, écoutez, peut-être parfois, nous sommes actuellement, il faut vous rappeler aux gens que nous sommes pour le moment à l'étape de résultats provisoires et que les résultats définitifs seront proclamés par la Cour suprême. Il y a énormément de recours. Nous avons nous-mêmes dans certains endroits eu à mettre la main sur certaines personnes qui avaient des bulletins, chose qu'on les a remis même aux forces de l'ordre. Certains même ont été éprouvés d'ailleurs. Donc oui, nous n'avons pas un processus complètement parfait. Il y a des velléités partout. De tous les candidats et de beaucoup de personnes d'essayer de donner un petit plus à leur liste. Mais c'est pour ça que je dis, nous avons sans aucun doute un code électoral qui est très bien, parce que chaque candidat a soit un membre du bureau de vote ou bien un délégué qui est associé au processus dans le bureau de vote du début du vote jusqu'au dépouillement. C'est maintenant libre à ces personnes-là faire plus de vigilance pour éviter ce genre de situation. Sinon, sur la question, par exemple, des représentants des partis politiques ou des listes candidats dans les bureaux de vote, on a entendu dire que certains représentants ont été chassés dans certaines localités. Est-ce que c'est des situations en 2019 qui peuvent continuer à avoir cours dans notre pays? Ce que je sais, c'est qu'il y a des gens qui sont dans certains bureaux de vote qui font de zèle. J'ai vu circuler même d'ailleurs sur les réseaux sociaux une situation où un président d'un bureau de vote interdisait à des médias de rentrer dans un bureau de vote. Donc il y a des gens qui ne comprennent pas encore les éléments, les mécanismes de notre code électoral et qui font preuve de zèle. C'est maintenant à l'ensemble des acteurs. Moi je sais que dans beaucoup de bureaux de vote, surtout là où nous n'avions pas de membres du bureau de vote, il y a eu des tentatives qui ont parfois empêché nos délégués d'entrer dans la salle, mais chaque fois qu'on a saisi par exemple le président de la CENI, il a rapidement pris les mesures pour que ces personnes-là qui ont le mandat, parce qu'encore une fois, parfois des gens, c'est l'absence de communication d'ailleurs, parfois il y a surtout des indépendants qui ne savent pas que leur délégué doit avoir des mandats. Donc la personne arrive, se présente le jour J en disant je suis le délégué de telle personne, mais si vous n'avez pas le mandat signé par le président de la CENI, vous ne pouvez pas avoir accès à la salle. Donc oui, chaque fois que nous, en ce qui nous concerne, nous avons été confrontés à cette situation, si nos délégués avaient le mandat, on intervient souvent au niveau du président de la CENI. Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, c'est monsieur? Combien vous êtes en direct? Je voudrais poser des questions à M. Directement et des questions aussi à M.
Je prends le parti de M. Dirichama comme une partie d'opposition. Et comme opposant, quels sont les moyens que le parti NEC a mis en place pour pallier aux fraudes que nous avons constatées? Je peux donner un exemple autre lieu. Le parti NEC était dans ce sens. Quelles sont les mesures de sécurité que le parti NEC a mis en place pour pallier à ces fraudes? En tant que citoyen, j'ai fait mon minimum, mais mon minimum n'a pas pu corriger tout. Eux, en tant que parti de production, quel est vraiment leur motif de sécurité et leur groupe et les groupes de sécurité? Deuxième question toujours à lui. Est-ce que le président de la CENI d'alors et celui qui l'a précédé, entre les deux qui manquent, se donnent des chiffres? On nous avait dit que l'électorat nous a donné 3 155 837%. On a fait un recensement ou une révision, on a mis 277 469 unités. Quand vous ajoutez les deux chiffres là, ça ne donne pas les 3 423 639 récemment ont été pour l'électorat. Ça donnait plutôt 3 433 66. Pourquoi cet écart de chiffres? Est-ce que nous sommes en face des chiffres fabriqués par la CENI? C'est ça ma question. Bien, merci. Oui. Quand on dit les Togolais n'ont pas été aux urnes, c'est que le taux de participation a diminué de 59 vers 52. Comment peut-on expliquer que pour cette élection, plus de 20 partis politiques ont appelé aux élections? D'autres indépendants se sont ajoutés et qu'on nous parle d'un taux faible, et ce taux faible est supérieur à 50%. Merci. Bien, merci pour les questions. En total, 3 questions. 2 pour Dirichama et puis une pour Pascal Abouvé. Non, la première question, c'est que le seul instrument qu'un parti politique, qu'il soit de l'opposition ou pas, ne faisons pas comme si c'est l'opposition uniquement qui a besoin d'avoir la vérité des urnes, qu'il soit de l'opposition ou pas, l'outil que le parti politique a à sa disposition par rapport au code électoral, c'est hypothèse numéro 1, il est dans le démembrement de la CENI et il met en place encore en ce moment-là un membre du bureau de vote, ou alors s'il n'a pas de représentant membre du bureau de vote, il met en place un délégué qui ont en réalité sur le fond les mêmes aptitudes parce qu'ils supervisent et ils sont destinataires d'un PV. Maintenant, parfois ce qui se passe c'est que on n'a pas, j'ai parlé tout à l'heure de la moralité des gens, c'est comme s'il n'y a pas des gens qui sont réellement attachés à votre parti, ils cèdent plus facilement à des propositions qu'autre chose. Et ça aujourd'hui, notre gros problème au niveau des partis de l'opposition, c'est cette fidélité au parti. On se rend compte parfois dans des bureaux de vote où vous avez un représentant de votre parti et on fait le dépouillement tout zéro pour votre parti. C'est parce que là justement on a un problème de fidélité et ça c'est un travail qu'il faut faire sur le long terme. Maintenant en ce qui concerne les chiffres de la CENI et du fichier électoral, honnêtement il faut peut-être que je m'excuse parce que nous sommes à une émission en direct et je n'ai pas forcément vocation à donner tous les détails en ce qui concerne parce que la CENI étant indépendante, même nos représentants que nous envoyons là-bas, ils ont quand même la latitude de ne répondre qu'à la CENI. Mais ça ne me dérangerait pas de chercher les informations. Mais depuis quelques temps, quand même, il y a des questions, des soucis liés aux chiffres qui sont publiés, notamment par la CENI. On se rappelle les dernières élections, même présidentielles parfois. On a tendance à aller au-delà de 100%. En fait, on ne comprend pas. Les Togolais se posent des questions. C'est parce que est-ce qu'on a un problème de mathématiciens, de ceux qui peuvent calculer? Il y a un souci carrément où il y a une volonté de tricher. Personnellement, j'en sais rien, mais je dis que si nos représentants jouent réellement, parce que vous savez, même si vous n'êtes pas candidat, vous avez aussi la possibilité de mettre un délégué. Et même si vous n'avez personne dans la CENI, vous avez la possibilité de mettre un délégué même dans la CENI. Donc la question c'est de savoir est-ce que nos représentants que nous mettons jouent vraiment le jeu. Parce que s'ils jouent vraiment le jeu, nous devons pouvoir avoir à la fin de chaque élection de la matière à contestation. Or ce qui nous manque souvent dans notre pays, c'est que nous disons quand on fait les élections on nous a volé. Maintenant quand on nous dit écoutez, apportez les preuves, bureau de vote par exemple, de la différence entre ce que la CENI... Non mais en fait on a compris votre explication. Oui, donc mais le souci ici c'est que
on ne comprend pas qu'au niveau de la CENI, les chiffres ne soient pas assez justes. Je crois que c'est un problème au niveau de la CENI. Je pense qu'il faut qu'il règle ça aussi. Sur le taux de participation. Oui, c'est lié à l'autre question aussi. Vous savez que la même CENI a donné 3 taux différents. Au départ, c'était un autre taux. Après tout, c'était revenu à 55, 50,5. Et au finish, je crois que c'est 52,20. Donc, en tant que technicien, je souhaiterais que la CENI prenne le temps de bien vérifier les choses avant de communiquer les informations aux citoyens. Cela éviterait quand même ces diverses interprétations. Allô? Est-ce qu'on a l'auditeur? Allô? Oui, bonjour. Ah, bonjour. Oui, quel est votre nom? Daniel. Daniel, vous nous appelez d'où ça? Ah, j'appelle De? Avec Pozo. Vous appelez d'Avec Pozo. Avec Pozo là-bas, c'est quel golf là-bas? Avec Pozo, ça devait être Golf 6. Golf 6, Golf 6 je crois. Ok. Allez-y. Oui, ma question concerne. Je veux demander de m'expliquer un peu les nuances, surtout moi je comprends concernant les deux. Non, là on a un souci avec cet auditeur qui nous appelle depuis la commune de Golf 6, avec Pozo. Daniel, vous êtes là? Oui, je suis là. Reprenez la question. Oui, il y a des conditions de ce que les déchets sont faits dans la préfecture et de ce que les conseils sont Ok. Une question à l'expert Pascal Adoubé. D'accord, ce que nous devons noter, le préfet, il est nommé par le pouvoir central et donc, de ce fait, il est le représentant du pouvoir central. Donc, le préfet, dans sa préfecture, il représente tout le gouvernement, le chef de l'État. Il supervise tout ce qui se passe dans sa préfecture et rend compte. Deuxième chose que le préfet fait, il est le coordonnateur de tous les services déconcentrés de l'État. C'est-à-dire, le préfet est le chef supérieur, est le supérieur hiérarchique de tous les services des différents ministères, ou bien des différents services de l'État dans sa préfecture. Et la troisième chose que le préfet fait, il est dans le cadre de la descension le contrôleur de l'égalité des actes des élus locaux, c'est-à-dire au niveau communal. Le préfet vérifie, il est là pour suivre ce que les élus locaux font, pour s'assurer que leurs décisions sont conformes à la loi. Voilà ce que le préfet fait. Et donc dans ce cas-là, il apporte aussi des conseils, des appuis aux élus locaux, puisque c'est l'État qui fait la décentralisation. Donc l'État va apporter son appui aux conseillers municipaux via les préfets. Maintenant, les conseillers municipaux, eux, ils sont chargés des questions de développement de la commune, conformément au transfert de compétences qui est prévu dans la loi. Donc la loi, l'État décide de confier certaines de ses attributions aux communes. Donc les élus que nous avons choisis, nos compatriotes que nous venons de choisir en tant que conseillers municipaux qui auront à élire leur maire, se chargeront maintenant de gérer les questions de développement de nos communes, conformément à la loi. Donc certaines actions que certains services de l'État menaient autrefois seront confiées maintenant aux conseillers municipaux pour pouvoir répondre aux besoins de la population à la base. Donc c'est eux qui vont définir les politiques de développement local et mener les actions conformément aux besoins prioritaires de la population à la base. Voilà la différence qui existe entre le préfet et les conseils municipaux. Directement, veut ajouter. Non, je vais juste ajouter quelque chose, parce que ce sont les questions qui, à mon sens, sont très importantes, parce que beaucoup de nos concitoyens ne savent pas comment ça fonctionne. C'est-à-dire que les conseils municipaux, lors du conseil municipal, comme ce que nous faisons à l'Assemblée nationale, vont mettre les grandes orientations, et le maire et ses adjoints, qui est l'organe exécutif, vont exécuter les décisions prises lors des conseils municipaux sous la tutelle. C'est pour ça que les préfets sont appelés autorités de tutelle, sous la tutelle du préfet, qui va s'assurer que les décisions prises par le conseil municipal et mises en exécution par le maire sont conformes à la loi, tout simplement. Donc, mais je voudrais ajouter un élément aussi. Allez-y. Il a posé la question concernant le préfet et les conseillers. Maintenant, je voudrais préciser le rapport entre le préfet et le maire qui est le responsable du conseil municipal. Le maire, en fait, selon la loi, il est élu local, il est conseiller comme les autres conseillers,
mais au même moment, il est un agent de l'État, selon l'article 130 de la loi. Ce qui fait que le maire travaille sans recevoir les instructions du préfet quand il travaille en tant qu'élu local et il mène, il travaille en tant qu'il mène les actions de développement en tant qu'élu local s'il travaille dans les domaines que l'État a transférés aux collectivités. Dans ce cas, il travaille sous la surveillance du conseil municipal, c'est-à-dire que son travail est contrôlé par les autres conseillers municipaux. Mais il y a certaines actions qui ne sont pas confiées, certaines compétences qui ne sont pas confiées aux communes. Mais selon la loi, le maire est appelé parfois à mener certaines actions, dans le cadre par exemple de la sécurité publique. Alors, nous savons que la défense nationale et la sécurité ne sont pas confiées aux collectivités territoriales. Donc si le maire doit intervenir dans le cadre de la sécurité publique, il intervient au nom de l'État. Donc au cas où le maire intervient en tant qu'agent de l'État, il travaille sous l'autorité du préfet. C'est-à-dire que le préfet peut exercer un contrôle hiérarchique sur ses actions dans le domaine où il intervient en tant que représentant de l'État. Merci pour cette précision. Nous allons quand même jeter un coup d'œil sur ce phénomène qui est nouveau au Togo et qui s'amplifie, c'est le phénomène des indépendants. Et ce phénomène, oui, on l'a constaté lors des élections législatives, et ce phénomène s'est amplifié. Et les indépendants sont nombreux aujourd'hui à être élus au niveau des collectivités locales. Oui, je pense que ça consacre l'échec des partis politiques. Aujourd'hui, les gens, les populations font de moins en moins confiance aux partis politiques. Il faut rappeler aussi que la lutte politique dans le pays dure plus de 30 ans, depuis les années 90, et qu'aujourd'hui, au niveau de l'opposition, on a du mal à présenter des résultats probants. Sur cette lutte-là, en dehors de toutes pertes d'envie humaine, dégâts matériels, exode et ainsi de suite, exil et ainsi de suite. Donc j'ai l'impression que les populations se retournent de plus en plus vers des autorités de proximité, donc des gens qui n'ont pas d'envergure nationale. Un parti politique, vous voyez, nous sommes allés à une élection, nous avons 45 candidats sur l'ensemble du territoire, alors qu'un indépendant, la plupart du temps, il a une relation privilégiée entre son milieu et sa population. Et donc je crois qu'aujourd'hui, de plus en plus, les populations font plus confiance à des gens qui n'ont pas forcément soit des orientations politiques, ou, comme on le remarque aussi, qui ont des orientations politiques, mais qui sont localisées uniquement à un endroit. Et je crois que si on n'y prend pas garde, c'est un phénomène qui va continuer à s'amplifier. Donc selon vous, c'est pas, comme le diraient certains de l'opposition, des fabriques du pouvoir? Moi, je n'aime pas faire des accusations qui ne sont pas des accusations sur lesquelles j'ai des éléments tangibles. Moi, je suis allé aux élections dans la plupart des éléments où nous sommes allés. On a des gens, parfois, qui étaient autrefois de l'opposition, qui ont quitté l'opposition pour aller créer des listes indépendantes. On a des endroits où il y a des gens qui étaient du parti au pouvoir, qui ont décidé de se présenter sur des listes indépendantes. C'est uniquement peut-être lors des élections majeures qui sont les élections présidentielles qu'on verra en ce moment-là si des indépendants vont se rallier de façon ouverte vers telle obédience. Mais pour le moment, je considère que l'échec des partis politiques ont fait ressurgir un certain nombre de candidatures indépendantes qui, quand on le voit, même d'ailleurs, font un bon travail dans leur localité. Une question à Pascal Akbouvé. Quelles peuvent être les conséquences de ce que nous venons de vivre? Oui, les conséquences, c'est que... notamment pour les partis politiques. Pour les partis politiques. Vous savez que ceux qui forment généralement ces listes de candidatures indépendantes, les candidats indépendants sont... Non, je ne parle pas forcément des indépendants. Ce que nous venons de vivre, notamment ces élections municipales, avec les résultats que nous connaissons. Oui, je crois que de plus en plus, les citoyens se désintéressent de l'action politique et ce ne serait pas une bonne chose parce que si nous voulons vraiment faire asseoir notre démocratie, il va falloir que nous puissions quand même privilégier la voix des urnes. Et c'est là où nous devons exprimer notre choix politique. Donc si les citoyens se désintéressent de la chose publique en refusant d'aller voter, je ne pense pas que cela donnerait une bonne... cela nous permettrait d'asseoir notre démocratie. Et cela va agir même sur notre développement. Parce que c'est de la même manière qu'ils ne vont pas s'impliquer dans les actions de développement communautaire. C'est-à-dire, ils ne vont pas se retrouver dans le choix des dirigeants, et donc du coup, tout ce que ces dirigeants vont décider ou bien vont entreprendre, ceux qui ne veulent pas s'impliquer dans l'action publique, vont rester à l'écart. Alors que pour le développement d'un pays, il faut une forte implication de l'ensemble des citoyens. C'est ça qui constituerait la force de transformation pour que nous puissions vraiment régler les problèmes que nous connaissons dans nos localités. La même question.
Non, je crois que la question qui est en train de se poser, c'est la confiance que je l'ai dit tout à l'heure, que les citoyens ont vers les politiques. Or, il faut reconnaître que les politiques sont des spécialistes et même peut-être des gens qui passent leur temps à s'occuper des questions liées à l'organisation de l'État. Je peux vous donner un exemple. On vient de voter tout récemment la loi portant décentralisation et liberté locale. C'est un document de près de 300-400 pages. Vous n'avez pas beaucoup de citoyens qui vont s'intéresser à ce document. Donc, c'est quand même une spécialité aujourd'hui que fait la politique. Et si progressivement on délocalise cette responsabilité à des personnes qui ne s'y intéressent pas, ce qui va se poser, c'est que c'est uniquement le parti au pouvoir, parce que lui, quand il a les effectifs pour, c'est le parti au pouvoir qui se renforce. Je crois qu'il est temps aujourd'hui que d'abord nous, les partis de l'opposition, puissent faire d'abord, dans un premier temps, le bilan de nos actions depuis un certain nombre d'années. Et si nous nous rendons compte que nous avons fait des erreurs, que nous puissions retourner vers la population en disant nous avons fait des erreurs, et qu'on renoue en réalité le pacte entre les militants, parce qu'aujourd'hui c'est un pacte qui est complètement rompu, et vous avez de plus en plus, quand vous rencontrez les gens disent vous êtes des corrompus, vous êtes des achetés, vous êtes des béquilles, l'expression qui revient régulièrement. Donc il faut qu'on renoue le pacte avec les populations, il faut qu'on renoue le pacte avec nos militants, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, 52% de taux de participation pour une élection locale, on aurait pu s'attendre à un taux plus supérieur encore, du moment où les communes et les conseillers qu'on va élire vont développer directement les collectivités. Il nous reste encore 2 minutes. La prochaine question, c'est également au chef d'entreprise, à l'homme politique, directement, mais il est un ancien militaire. Il est militaire du Togo. Les gens qui sont chargés de la sécurité de notre pays ont du mal à circonscrire ou à venir à bout des braques. Togo et spécifiquement à Lomé. Cette semaine, la capitale a été l'objet de 2 braquages. Est-ce que vous comprenez ce qui se passe? On avait eu une période d'accalmie parce que nous avions, je l'ai dit, interpellé le ministre de la Sécurité qui avait pris un certain nombre de mesures. Mais quand on regarde le mode opératoire, il est toujours le même. Quelqu'un va à la banque qui prend de l'argent, il est plus ou moins suivi et on l'intercepte quelque part, on retire l'argent. C'est la plupart du temps quelqu'un qui est allé quelque part, souvent à la banque prendre. Donc il faut revoir le mode opératoire, mais on se rend compte aussi que les équipements que ces personnes utilisent sont plutôt rudimentaires. On sait qu'aujourd'hui les armes circulent beaucoup. On se rend compte même que on ne tue pas les gens pour lesquels on prend juste l'argent, mais c'est que c'est un mode opératoire à partir des faibles moyens qui sont déployés, qui est difficilement, on ne peut pas suivre toutes les voitures, on ne peut pas suivre toutes les personnes qui sortent des banques. Aujourd'hui, je crois qu'il faut faire 3 choses. Il faut d'abord sensibiliser les gens, leur dire qu'il vaut mieux prendre de petites sommes, s'appuyer beaucoup plus sur les cartes bancaires. Il faut d'autant plus avoir les moyens je le reproche encore, au Togo on n'a pas des hélicoptères, on dépense d'argent pour la sécurité, mais on doit pouvoir avoir des hélicoptères pour suivre par exemple des gens qui se faufilent à moto. Si vous voulez suivre quelqu'un qui se faufile à moto, s'il n'a pas un moyen aérien, c'est extrêmement compliqué. Systématiquement, aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, on a vu même parfois les braqueurs, les gens les voient prendre les photos, mais on ne peut pas les suivre parce que d'abord, avec l'état de certaines routes à Lomé, même si vous êtes en voiture, vous ne pouvez pas suivre quelqu'un en moto. Et donc, je crois qu'il faut d'une part sensibiliser les populations, leur dire cessez de prendre de grosses sommes à la banque et puis trouver des moyens d'intercepter ces gens-là. Merci beaucoup d'être venu, Djeri Tama. Je rappelle que vous êtes député à l'Assemblée nationale et président du parti politique Le Net. Merci d'être venu. Merci à Pascal Agové, responsable de EJT. Merci pour votre disponibilité. Cette émission, elle s'achève ainsi. SSLAS Boga, coup de dehors. Merci d'être resté à la technique. Je suis Pierre Roitier. Prochain rendez-vous dimanche. Au revoir. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.